Donc dans le cadre d'un triple A, donc on va dire d'un gros jeu vidéo développé par un gros studio de développement et édité par un gros éditeur français, on va dire, ou même dans le cadre d'un jeu vidéo indépendant, est-ce que selon vous c'est compliqué de faire financer son jeu vidéo aujourd'hui? De manière générale, oui, je pense que quel que soit le type de projet qu'on puisse porter, que ce soit un très gros studio qui porte un jeu ou que ce soit un indépendant qui veut développer un petit jeu, c'est jamais évident d'aller chercher de l'argent. Les sommes manquantes vont pas être les mêmes, mais ça reste toujours compliqué. Et donc effectivement, tout le but du jeu est de bien comprendre quels sont les différents types de financement existés, à quel moment ils peuvent intervenir et comment essayer d'aller les toper les uns après les autres, quoi. Et dans le cadre d'un financement privé, qu'est-ce que vous pouvez me dire justement sur la hauteur par rapport à un financement public? Est-ce qu'il est généralement plus important, que ce soit pour un jeu indé ou un gros jeu vidéo? Alors sur un financement participatif, ça va être très très variable. Nous, on est sur une mécanique qui est une mécanique très grand public. Le but du jeu, c'est d'aller chercher une communauté autour d'un projet, donc forcément la nature du porteur de projet. Est-ce que c'est un indépendant, est-ce que c'est un petit studio, est-ce que c'est un gros studio, est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait quelque chose et qui ont déjà eu la possibilité de créer des communautés fortes autour du projet. Ça va être très lié à leur capacité à aller chercher du financement. Alors que sur un financement de type public, la question ne va pas forcément se poser de la même façon, même si on peut penser que les plus gros vont généralement chercher plus d'argent. Donc nous, c'est effectivement plus la capacité du porteur de projet à avoir bâti une communauté en ligne en amont et d'avoir réussi à la structurer. Et finalement, à taille de projet équivalent, on va dire, à taille de notoriété équivalente pour un porteur de projet, pour un studio en l'occurrence, la capacité de financement participatif, elle peut être très variable parce que le travail qui aura été fait ou pas sur l'installation d'une communauté, son animation pendant plusieurs mois, années, etc., va beaucoup jouer sur la capacité à aller chercher du financement chez nous. Donc pour vous, oui, c'est vraiment une question de communauté, en fait, ce pourquoi et comment quelqu'un est capable de faire financer son jeu vidéo. Ouais, sur une mécanique qui est celle du financement participatif, oui, ça va être très lié. Nous, on permet à un porteur de projet à un moment donné de s'adresser à sa communauté. Alors la communauté, c'est la communauté perso qu'on a tous, ce qu'on appelle en général la love money, famille, amis, collègues, etc. Ensuite, ça va être les communautés en ligne, des gens qui ont déjà montré un signe d'intérêt pour le travail qu'on effectue parce qu'ils ont liké une page Facebook, un compte Twitter, qu'ils sont abonnés à la newsletter d'un site, enfin, et puis etc. Tout ce qui peut exister. Et puis au-delà, le grand public. Et donc forcément, ce qu'on a comme existant va beaucoup jouer. Quand on a quelqu'un comme Frédéric Rénal qui vient sur Ulule, qui a un passé, qui a déjà fait des choses. La notoriété qu'il a va l'aider à aller chercher plus de financement qu'un jeune auteur de jeux vidéo. À l'inverse, c'est aussi quelqu'un qui vient entre guillemets d'une autre époque, qui n'a pas forcément été un digital native et n'a pas forcément tous les codes aujourd'hui de comment on anime une communauté en ligne, de construire cette communauté directement, etc. par rapport à des jeunes générations qui très vite aujourd'hui font aussi des jeux finalement pour mobile ou des jeux qui vont être sur certains réseaux sociaux, etc., etc. et qui donc sont beaucoup plus à l'aise avec ça et donc il faut forcément concentrer autour d'eux une communauté beaucoup plus importante. Ouais. Donc c'est en fait ce que vous voyez arriver en fait entre guillemets sur les plateformes de financement participatif, c'est beaucoup plus des projets indépendants plutôt que des gros studios. Est-ce que déjà ils sont en mesure et dans le droit de le faire ces gros Alors ils studios? sont en mesure de le faire évidemment, en droit encore plus, on ne bloque pas de projet parce que le porteur de projet est trop pas important. Ensuite il y a aussi une légitimité dans ce qu'on va pouvoir aller chercher. On va dire à un moment donné à son public, venez nous aider à financer le projet. Ça va au-delà de la phase de financement, puisque c'est aussi une façon de tester un projet, un produit, de voir s'il y a du monde en face, d'engager la communauté, c'est-à-dire qu'elle va finalement avoir un rôle un petit peu différent, elle va plus simplement venir à la fin en tant que joueur, mais elle va aussi, si ce n'est participer à la création, en tout cas rentrer dans le storytelling et dans la manière dont on bâtit le projet. Et donc on est sur une vraie mécanique donnant-donnant. Donc plus on est un studio important, forcément plus dans ce donnant-donnant, les gens peuvent réagir en disant mais en fait vous avez déjà beaucoup d'argent, vous faites déjà beaucoup de choses, donc vous n'avez pas forcément besoin de nous. Donc c'est dans le discours qu'ils vont trouver, dans la manière dont ils vont expliquer ce besoin financier, s'ils ont besoin aussi de trouver la bonne façon de le faire pour que les gens aient envie de suivre. Quand on est sur un projet plus indépendant, forcément le discours il est plus évident puisque
par essence, les gens vont considérer comme c'est un projet très indé, il y a un manque d'argent et qu'ils peuvent avoir envie de s'investir. À l'inverse, ce qui est plus compliqué, c'est qu'effectivement, on est parfois moins connu, c'est parfois moins évident de convaincre les gens parce qu'on a moins de choses déjà faites et de jeux sortis, etc. Donc voilà, c'est un équilibre entre les deux. Ce qui est vraiment important, c'est toujours de se poser cette question de qu'est-ce que je vais apporter aux gens qui vont leur donner envie de me suivre. Il y a le produit final, il y a l'envie du projet, mais il y a aussi toute la relation qu'on est en train de créer avec eux. On voit par exemple sur des jeux qui ont été financés sur Ulule, que toute la partie ou un peu de co-création, ou en tout cas de bêta-test, et d'impliquer les gens beaucoup plus tôt dans ce que va être le produit final, a un intérêt à la fois pour les gens, parce que finalement ils participent à un moment donné à la création d'un jeu, là où ils ne l'auraient pas fait avant, ils auraient été simplement joueurs à la fin. Et puis c'est hyper intéressant pour le studio, parce que finalement ces phases de bêta-test, elles ne sont pas forcément sinon faciles à faire, elles peuvent être aussi vachement coûteuses. Et au final, on a une chance d'avoir un jeu de meilleure qualité, parce que plus on implique les gens tôt dedans, plus on a aussi de chances de pouvoir lever les problèmes au fur et à mesure plus rapidement. Ok. Une question qui vous concerne peut-être un petit peu moins. Selon vous, est-ce que les fonds publics aujourd'hui alloués aux jeux vidéo, parallèlement aux plateformes de financement participatif, sont à la hauteur des ambitions du média? Je ne suis pas un grand spécialiste du financement du jeu vidéo en général, et donc notamment de tout ce qui est fonds publics, etc. J'ai pu en discuter un petit peu avec les personnes à qui on participe à la table ronde, et de ce que j'en comprends, non, c'est relativement faible. Si on compare à d'autres types d'industries, le cinéma, la musique, etc., c'est encore tout petit dans ce qui peut être amené comme aide. Et donc, quand on voit ce que représente aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo, que ce soit en termes de nombre d'emplois, que ce soit en termes de revenus générés, etc., c'est effectivement beaucoup trop faible. Ensuite, c'est toujours pareil, ça reste une industrie qui finalement est très très jeune, que dès qu'on touche aux institutions, que ce soit finalement des collectivités locales, territoriales, l'État français, l'Europe, enfin tous ceux qui peuvent être amenés à un moment donné à aider à la création, plus le CNC, etc., de fait, et ça prend du temps, et qu'on sait très bien qu'il y a toujours un rattrapage qui va mettre plusieurs années à se faire. Ça monte doucement, mais effectivement, je pense que par rapport à ce que ce sera dans 10 ans, on est très très loin du compte. Ok. Au-delà des choses vraiment extraordinaires qui peuvent se passer sur une plateforme de financement participatif, je pense à un budget qui explose par rapport au financement de base demandé. Comment est-ce que selon vous on peut éviter les dérives qui peuvent apparaître dans le financement participatif? Je pense à la Ouya sur Kickstarter qui demandait un budget de 950 000 $ et ils ont obtenu 8,5 millions. Au-delà de ça, la console était quand même un flop d'un point de vue technologique, du public et de la manière dont la console a été reçue. Comment est-ce que selon vous on peut éviter ce genre de dérive? C'est une question qui est assez vaste, donc c'est difficile d'y répondre en 2 minutes. Ce qui est important de comprendre, c'est que, déjà, il y a une différence fondamentale entre les plateformes américaines et une plateforme comme Ulule, c'est qu'on n'a pas du tout la même approche du financement participatif. La mécanique en elle-même est la même, l'approche derrière n'est pas du tout la même. Une plateforme comme Kickstarter se positionne vraiment uniquement comme un outil en ligne. On vous donne la possibilité de lancer une campagne en ligne et d'aller collecter de l'argent. Nous, on se positionne comme un outil en ligne, mais aussi comme un service et comme une communauté. Et donc, en fait, on va accompagner les porteurs de projets dans la création de la phase de leur campagne. Ça a beaucoup d'intérêt pour eux dans la capacité à réussir la campagne. Une plateforme comme Ulule, c'est 70% de taux de réussite, c'est moins de 30% sur Kickstarter au niveau mondial et c'est moins de 10% sur les projets lancés depuis la zone euro. Donc, ça fait une vraie différence. Puis, c'est aussi une différence sur le produit final, c'est-à-dire que le fait d'accompagner les porteurs de projets, on va aussi à un moment donné leur demander plus d'informations sur le projet, la capacité à le réaliser et très concrètement où ils en sont. Ensuite, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on reste sur du financement participatif, que dans cette mécanique de crowdfunding, on est sur un financement en amont. Ce qui est compliqué aujourd'hui, et notamment sur ce qui s'est passé à un moment donné sur Kickstarter, et en particulier dans le domaine et du jeu vidéo et tout ce qui est innovation technologique, en l'occurrence la console mélange les deux, c'est qu'il y a eu, je pense, à un moment donné une espèce de bulle qui est en train d'exploser et de se réduire. Je sais que le domaine du jeu vidéo est un des domaines qui baisse le plus sur Kickstarter et que ça marche beaucoup moins bien qu'avant, justement parce qu'il a commencé à y avoir des premiers crashs. Mais il y a un moment donné, il y avait une espèce de bulle qui disait
que tous les projets allaient faire du x5, x10, x15 dans les montants collectés, et parfois avec une promesse initiale qui était hyper excitante, mais avec une proof of concept, c'est-à-dire à un moment donné une réalité technologique de la promesse, qui n'était pas toujours au rendez-vous. Et donc il y a eu plein de porteurs de projets qui se sont retrouvés avec beaucoup d'argent sur des process industriels qu'ils n'avaient pas du tout estimés en amont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas faire une campagne et que tu as prévu que tu allais faire 100 000 euros et que tu allais avoir à livrer 5, 6, 7 000 personnes, et puis que d'un coup tu fais 15 fois plus et qu'en fait c'est des dizaines de milliers de personnes qu'il va falloir livrer, forcément toute la question du processus industriel derrière, de comment on arrive à faire, comment on arrive à produire, les délais que ça va générer, les coûts éventuels que ça peut générer, etc. Ça va être aussi, si on ne l'a pas anticipé, un risque de four qui est absolument monumental. Ça, je pense que c'est aussi en train de changer sur les plateformes. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus aussi de surveillance en amont de la barre des plateformes. En tout cas, nous, c'est notre vision chez Ulule, de faire attention que les projets qui se lancent soient à peu près dans les rails sur ce qu'ils promettent. Et puis je pense qu'il y a aussi côté soutien, une notion qui est importante à avoir, c'est du financement en amont. Il y a un risque et donc c'est important de l'avoir en tête. On n'est pas sur du simple achat comme on le ferait sur Amazon ou sur une autre plateforme de e-commerce. Puis il va y avoir aussi, ça reste une mécanique jeune, on a tous 5-6 ans d'existence, un apprentissage côté internaute des risques de ce type de financement qui fait qu'ils vont aussi être de plus en plus exigeants dans les informations demandées avant d'aller soutenir ce type de projet.